Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, la naissance. Je n'ai pas tout dit, mais ce que j'ai dit est vrai. Dr Hugues Destrem. J. Jacques Amiot. Nous connaissons certains aspects de votre passé professionnel et de votre vie publique. Mais nous aimerions vous situer quant à votre identité familiale, alors que vous ne paraissez pas appartenir au milieu médical bordelais traditionnel, où l'on était volontiers médecin de père en fils. En d'autres termes, qui êtes-vous? Dr Hugues Destrem. D'abord, je suis français, arrière-arrière-petit-fils en ligne directe du ci-devant Destrem Hugues, né à Fangeau de parents ariégeois, marchand drapier à Toulouse, membre du Conseil des 500, connu dans l'histoire pré-impériale pour s'être physiquement opposé au coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8. Ce qui lui valut d'être déporté en Guyane et d'y mourir, gracié à titre posthume par Napoléon devenu empereur, laissant derrière lui 11 enfants dont la descendance a bien réussi dans l'ensemble. Y compris Jean Destrem qui fut conservateur du musée de la Marine à Paris, et rapporta en son temps la triste et glorieuse aventure républicaine de son grand-père dans une brochure ayant pour titre « Histoire d'un déporté », dont les exemplaires sont devenus très rares. L'ascendance de ma mère, née Rex, fut semble-t-il plus discrète, mais empreinte d'une certaine noblesse puisque ma grand-mère maternelle, décédée 1 an avant ma naissance, était née demoiselle de Saint-Simeux sans qu'on en sache davantage sur la généalogie de sa famille. Quoi qu'il en fût, je vins au monde le samedi 26 mai 1910 à 4 heures du jour à Saintes, Charente-Maritime, 12 rue des Ballets, reçu par Madame Trébuchet, sage-femme experte qui avait assisté déjà 2 fois ma mère pour la naissance de mes frères aînés et qui habitait dans le bas du quartier Sainte-Trope. Quand j'eus l'âge de comprendre, comme on disait alors, j'appris que je pesais 10 livres, que j'étais affublé d'une bosse séro-sanguine déroutante, que j'avais la jaunisse et que ma pauvre maman, déjà tout affligée par son deuil récent, crut avoir accouché d'un monstre. Il lui fallut affronter encore une fois cette épreuve 19 mois plus tard pour l'arrivée sur terre de mon petit frère. Mais tout le monde a dit qu'il était mignon, et par chance, nettement moins volumineux. Mon père Yves-Charles Destrem, né à Brest en 1879, était fils de Lucien Destrem, maître d'armes dans la marine, chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre en Crimée, vice-président de la Caisse d'épargne de Rochefort dans sa retraite, et de Véronique Salaoun, brestoise tragiquement décédée toute jeune avec 2 de ses 3 enfants dans une épidémie de croup. Brusquement orphelin de mère, il fut élevé à l'école des Mousses sur un vaisseau mouillé en rade de Brest et se trouva tout naturellement engagé dans l'infanterie de marine dès qu'en état de porter les armes. Ce qui l'amena à participer aux célèbres opérations de conquête républicaine au Tonkin, en Côte d'Ivoire et aux Antilles où il prit du galon, gagna des décorations et cumula des souvenirs dont le récit galvanisa notre adolescence et ne fut peut-être pas étranger à la vocation qui me poussa vers la navigation au long cours à l'âge où il fallait choisir une carrière. Mais avant que nous fussions en mesure de l'entendre avec profit, ce père qui ne nous paraissait pas encore prestigieux, dut laisser ses occupations alors civiles pour partir à la guerre de 1914 où, se souvenant de ses premiers engagements militaires, il tint à devancer l'appel officiel que ses charges de famille lui permettaient de retarder quelque peu, ou de satisfaire sans s'exposer tout de suite au combat. Sévèrement blessé au printemps de 1915, il retourna volontairement au front avant la fin de sa convalescence et fut fait prisonnier quelques semaines plus tard. Je me souviens très bien de tout cela et des années d'angoisse qui suivirent, des mois au cours desquels il avait été porté disparu, des longues périodes où ma mère ne recevait plus de nouvelles de lui à titre des représailles décidées par les Allemands après chaque raid aérien des Alliés sur les usines où l'ennemi installait les camps d'officiers prisonniers réfractaires au travail. C'était très dur. Mais nous retrouvâmes un père en février 1919 pendant que tant d'autres avaient disparu. Lui aussi fut fait chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. Ma chère et vénérée maman, aînée de 3 filles, avait vu le jour à Saint-Denis dans la Seine en 1882. Son père, militaire de carrière issu du milieu commerçant limousin, était mort très jeune des suites d'une blessure en service. Elle n'en parlait jamais et guère plus de sa mère dont la disparition l'avait très profondément traumatisée. Or ses immenses qualités d'épouse et sa très haute moralité, elle n'était riche que de l'éducation rigide et distinguée qu'on dispensait à cette époque dans les institutions dites libres bien pensantes. Pour elle, ce fut la pension que dirigeait à Tonnay-Charente, près Rochefort, 2 sœurs de sang émigrées de Pologne,
Mlle Berthe et Mélina Konopinska dont j'ai fait la connaissance au cours de ma 12e année. Ces personnes, certainement très avisées, avaient su diriger ma mère vers le brevet supérieur et l'enseignement public où elle était institutrice au moment de ma venue au monde, à Saintes même comme on sait. Le père breton par sa double ascendance directe mais de souche lointaine ariégeoise, de mère parisienne par le lieu de sa naissance sans plus, charentais comme elle était parisienne, je ne suis évidemment pas bordelais dans le sens juridique du terme. Cela m'a valu bien des taquineries plus ou moins fielleuses au cours de mes premiers contacts avec la merveilleuse école communale d'Arlac, lorsque nous sommes venus vivre à Bordeaux, septembre 1919, où mon père avait trouvé une belle situation après la Grande Guerre. Mes petits camarades étaient choqués par mon parler pointu, et manifestaient un mépris atavique pour tout ce qui venait de la Charente. Je me suis heurté plus tard à ce rejet d'un autre âge dans mes rapports avec quelques-unes des personnalités chauvines, appartenant au milieu cultivé de la ville. Quoi qu'il en soit de l'état civil, je tiens à préciser formellement puisque l'occasion m'en est offerte, que je me vis comme un pur produit de la culture aquitaine et qu'après avoir visité toute l'Europe, certaines contrées exotiques et vécu temporairement ici et là en France, c'est à Bordeaux que j'ai aimé et que j'aime vivre depuis près de 80 ans et que je souhaite aussi mourir. Après tout, quand M. Jacques Chaban-Delmas parle de Bordeaux, il dit qu'il parle de sa ville. Je l'ai précédé de 35 ans sur les lieux. Ceci étant, comment votre préparation scolaire de base et vos premières études se sont-elles déroulées ? De façon très classique et très simplement. Mes parents, dont la situation sociale était relativement modeste et que la guerre avait profondément bousculé, ne pouvaient pas avoir de grandes ambitions pour notre avenir et ne visaient qu'à faire de nous des fonctionnaires moyens. Assez maladroitement et sans doute insuffisamment informés, ils avaient exclu l'idée de nous ouvrir l'enseignement secondaire, ce qui nous vouait à l'école primaire puis à l'école primaire supérieure dans la perspective des concours donnant accès aux carrières administratives sans aléas des postes, des finances de l'enseignement public de premier niveau et à certaines écoles techniques telles que les ponts et chaussées, les arts et métiers, Saint-Mexan et Poitiers par exemple, qui préparaient spécialement à l'art militaire. Ce n'était pas si mal. Je ne donne pas ces précisions au hasard. Cette orientation scolaire nous privait du baccalauréat, sésame de toute fréquentation universitaire future qui me posa plus tard des problèmes. Comme la plupart des enfants bien élevés dont la famille est en mesure de soutenir la scolarité, nous fîmes un passage remarqué à l'école primaire d'abord, puis à l'école primaire supérieure de la rue du Commandant Arnoux. Lors de notre arrivée à Saintes, aux premières évaluations du mois d'octobre 1919, les 3 premiers des 3 classes où nous nous suivions à l'école d'Arlac étaient 3 petits d'Estrême. Il en fut presque de même à l'école supérieure où nous nous succédâmes. Je dois préciser à ce sujet que nous ne pouvions être 4. Notre aîné, très intelligent, était atteint d'une infirmité motrice profonde qui à cette époque lui fermait l'enseignement public. En ce qui me concerne, la formation dont j'avais bénéficié me permit d'entrer sans baccalauréat, mes premiers, au concours des bourses à l'école de navigation nationale de Bordeaux dirigée par le commandant Lucas, vers laquelle me poussait une vocation maritime impérieuse, avec une inclination très spéciale pour la navigation au long cours. Je sortis de cette école nantie du brevet d'élève officier de la marine marchande en 1929, et par là même inscrit maritime, ce qui faisait de moi un élève officier militaire au moment du service armé obligatoire. Ce service militaire, je ne le fis pas. Après avoir navigué quelques mois sur un paquebot mixte, l'Amérique qui desservait la côte d'Afrique, je tombais très gravement malade au début de 1930. Cette maladie allait faire de moi un allongé pendant près de 4 ans. Une très longue et très douloureuse convalescence absorba les plus belles années de ma jeunesse, et ne m'abandonna pratiquement jamais de façon plus ou moins pénible, suscitant en moi l'idée et le désir de me préparer à exercer la médecine puisqu'il me fallait renoncer sans espoir à mes rêves de navigation. J'avais à conquérir la première et la deuxième partie du baccalauréat, à obtenir le certificat préparatoire de physique, chimie et biologie, et à faire 6 ans d'études en faculté pour arriver à cette fin. C'est à Lyon que j'affrontais ce long parcours en 1937 où j'acquis le Page CB, et à Bordeaux que je revins définitivement pour mes études proprement médicales en 1938. Réformé définitif sans pension au cours de ma 26e année, maintenu 2 fois, en 1939 et en 1940,
Dans cette situation militaire, je passais ma thèse de doctorat en médecine en mai 1944, sans avoir pu me présenter au concours hospitalier interrompu pendant 2 ans, et rétabli trop tard pour me permettre d'entreprendre l'externat puis l'internat en raison de mon âge et de ma situation financière. Cette thèse, consacrée à l'étude du foie du vieillard, récompensée par la médaille d'argent au prix Godard des thèses, fit de moi un lauréat de la faculté de médecine de Bordeaux et fut à l'origine d'une publication sur le même sujet en collaboration avec le professeur Roger de Grailly qui nous valut le prix de l'Académie de médecine. Mes obligations familiales et la difficulté des temps m'amenèrent à m'installer médecin généraliste à la campagne sans plus attendre. Je pris à Ruffec, en Charente, la suite d'un confrère très apprécié pour ses qualités médicales mais gravement mis en difficulté par les conflits politiques qui régnaient alors partout en France et plus particulièrement dans cette région. J'y restai près de 6 ans. Mais depuis que j'avais travaillé ma thèse, j'avais l'idée pressante d'écrire un ouvrage sur la médecine des vieillards à laquelle personne ne portait grande attention. L'exercice de la médecine générale m'avait confirmé dans l'opinion que des procédés de soins spécialement adaptés, une meilleure connaissance de la physiologie et de la pathologie sénile devait ouvrir la voie vers des thérapeutiques plus efficaces. Je ne pouvais malheureusement pas mener mes recherches dans ce sens comme il aurait été souhaitable. Réduit à venir, entre 2 trains, m'approvisionner en livres à Bordeaux et à travailler au cours de mes longues tournées rurales grâce à l'assistance permanente d'un chauffeur. Je vins donc m'installer à Bordeaux, près de la faculté de médecine, le 2 décembre 1950 et me mis à l'ouvrage. En mars 1953, je publiai chez Masson La physiologie générale, diététique et comportement de la vieillesse que je croyais être, et qui était, le premier ouvrage consacré à la physiopathologie sénile depuis le livre de Rosier publié en 1912. Ce traité, présenté en 1954 au 2e Congrès international de gérontologie, à Londres, me valut à la fois la notoriété et des distinctions honorifiques flatteuses au 3e congrès qui se tenait à Merano et Venise en 1957. Il n'eut pas un succès de même nature à Paris où sa parution provoqua au contraire la mauvaise humeur de certaines personnalités hospitalo-universitaires très puissantes auprès de l'éditeur Masson, ce qui ne facilita guère la diffusion de mon travail, mais eut l'heureuse conséquence, par effet starter, d'aboutir, 2 ans plus tard, à la sortie du précis de Binet et Bourlière auquel une vingtaine de confrères avaient collaboré et qui était très différent du mien. Cette même année 1953, je devins sans l'avoir souhaité secrétaire général de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux que je contribuais à sortir de difficultés internes assez sérieuses. Ce qui, loin de m'être favorable, m'attira la dangereuse et déconcertante hostilité de certaines personnalités médicales. J'avais pourtant réussi la refonte de cette société multicentenaire et favorisé sa rénovation à la satisfaction par ailleurs générale en me retirant très modestement d'un combat qui, en tout état de cause, n'était pas le mien. Quelque temps avant sa mort, mon ami le professeur Lavignol, vénéré de tous, eut la délicatesse de me rapporter en confidence qu'il avait entendu dire à ce propos par un de mes pires ennemis. « Lavignol, je crois que nous avons été injustes avec d'Estrême. » Cela venait bien tard mais j'y fus sensible. C'est alors que je fondai la Société de gérontologie de Bordeaux et du Sud-Ouest, dont l'histoire est pour le moins inséparable du développement de la gérontologie française. Relevant difficilement de cette maladie invalidante, vous entreprenez donc le chemin d'accès à la carrière médicale. Pourquoi, face aux difficultés qu'il comporte, ce choix auquel, a priori, rien ne paraissait vous avoir préparé? Je m'attendais à cette question. La réponse est complexe. En fait, au cours de mon alitement dont j'espérais sans cesse la fin, sachant que je ne pourrais jamais reprendre la mer, j'avais entrepris la préparation par correspondance du concours d'ingénieur adjoint des ponts et chaussées qui s'accordait tout à fait avec ma formation scolaire de base et aux connaissances que j'avais acquises à l'école de navigation. Après plus d'1 an de travail qui m'intéressait et m'aidait à vivre, j'appris que tout espoir d'entrer dans une administration d'État m'était interdit par la nature chronique de la maladie dont j'étais atteint. J'eus malheureusement tout le temps de réfléchir au choix d'une autre orientation professionnelle. Et je revins tout naturellement à la médecine, à laquelle j'avais pensé au moment d'opter pour telle ou telle carrière, mais que j'avais éliminée de mes prétentions pour la double raison que la durée des études posait à ma famille un problème insoluble,
et que je n'avais pas été préparée au baccalauréat. Pour autant que je puisse le préciser, mon intérêt pour la profession médicale remonte à ma 15e année où j'avais lu Nock ou Le Triomphe de la médecine dans un supplément de l'Illustration, merveilleux instrument culturel de l'époque auquel un de mes oncles, Henri Constant, agent d'assurance à Limoges, autodidacte, humoriste, fin lettré, habile à la versification et fait libre du Limousin était abonné. J'avais trouvé vraiment génial cette satire que j'étais capable d'apprécier par ma fréquentation déjà régulière, hélas, de notre médecin de famille dévoué dans l'âme. J'avais comme tout le monde été conquis par le roman Les Hommes en blanc, mon oncle Benjamin, l'homme cet inconnu de Carrel. Et j'avais énormément réfléchi, au cours et sous l'influence de mes innombrables lectures d'alité permanent associées à mon expérience de tourmenté physique, aux problèmes de la vie, de la mort et de la souffrance, aux liens et contradictions que mêle tout cela, aux réussites et aux échecs des soignants, au rapport de ceux-ci avec les soignés, à l'intervention du psychisme avec ses fluctuations dans l'équilibre ou le dérèglement de ce vertigineux ensemble. Comprendre. Je voulais essayer de mieux comprendre. Et il me semblait que la connaissance des sciences médicales était une bonne voie pour y parvenir. Je voulais y être initié et y jouer un rôle, si modeste fût-il. Enfin, pour tout dire, j'avais eu le temps de mesurer par expérience les insuffisances, voire les défauts graves de la médecine de soins telle qu'on la pratiquait alors. J'étais convaincu qu'on pouvait mieux faire, et je décidai de m'y essayer. Ce fut peut-être la raison la plus déterminante de ce choix. Soit, mais pouvez-vous nous préciser les raisons qui vous ont amené à vous intéresser à la médecine et plus particulièrement au sort des personnes âgées, au point d'être devenu l'un des promoteurs de la gérontologie? Vocation? Goût personnel? Circonstances? Vocation? On ne peut pas le dire. La gérontologie n'existait pas, au moins sous cette appellation en France, ni en Europe. On ne soignait pas spécifiquement les vieillards et du point de vue social, ils étaient livrés à la bonne volonté des œuvres charitables. Goût personnel? Franchement non au départ. Choix délibéré? Certainement, mais après des années de pratique en clientèle. Rien ne m'y préparait d'emblée. Ni ma situation de famille, ni mes relations. En fait, mes grands-parents paternels et maternels étaient tous morts lorsque je suis venu au monde, je vous l'ai dit et né en 5 ans, notre fratrie de 4 garçons vivait en milieu très fermé sans contact suggestif avec la vieillesse et les vieillards comme on disait alors. J'avais 30 ans lorsque j'ai pris conscience peu à peu des problèmes de l'âge les plus redoutables, au début de mes études médicales. Bien qu'ayant l'expérience personnelle de la souffrance physique et morale des grabataires, je fus profondément choqué par la révélation des fonds de salle, c'est-à-dire de ces lits auprès desquels on ne s'attardait pas au cours des visites et qui étaient laissés aux soins des religieuses. Il s'y trouvait des malades les plus divers, avec une prépondérance marquée de gens âgés perdus dans la pathologie chronique, apparemment irrécupérable, en attente d'une place dans quelque hospice. Ce qui n'était qu'un mot pour moi. Jusqu'au moment où, pour préparer ma thèse sur le foie du vieillard, j'ai découvert les tristes réalités de l'hospice de Pellegrin où l'on accueillait les vieux malades en fin de course, et où l'on mourait beaucoup, faute de moyens. C'était en pleine guerre mondiale. Le dénuement était grand dans tous les domaines, de l'hébergement et des soins. Et la médecine qui se pratiquait alors ne brillait pas par ses ressources thérapeutiques. En dépit des découvertes pastoriennes et de leurs applications thérapeutiques, les maladies infectieuses continuaient alors à faire de véritables ravages. Le streptocoque régnait en maître. La proportion des décès par septicémie puerpérale, phlegmon, lésions cardiaques, infections viscérales de toutes sortes était impressionnante. La tuberculose se jouait des traitements pharmaceutiques. La syphilis résistait trop souvent aux thérapeutiques mercurielles et bismuthiques assez dangereuses par elles-mêmes. Elle tuait beaucoup aux environs de la cinquantaine sous sa forme tardive, dite tertiaire. La diphtérie, qui avait foudroyé en même temps ma grand-mère paternelle et 2 de ses enfants à la fin du siècle dernier, comme je vous l'ai dit, continuait à peupler les hôpitaux et les cimetières. J'ai tenu 6 mois les fonctions d'externe à l'hôpital des enfants, cours de l'Argonne où une salle spéciale était réservée aux petits diphtériques en temps d'épidémie. Beaucoup n'y entraient que pour y mourir. Quant aux maladies vasculaires et cardiaques, leur enseignement livresque tenait en quelques centaines de pages de traités avant tout descriptifs.
On ne savait rien ou presque sur la nature du cancer. J'arrête cette énumération. Elle suffit à suggérer que dans un pareil contexte, l'idée d'une médecine adaptée aux états séniles ne venait à personne ou presque. Les vieillards résistaient généralement plus mal que les autres aux maladies très graves. Et ils mouraient proportionnellement en plus grand nombre. Il fallait bien se faire à cette évidence. On s'y faisait. Les médecins et le public admettaient dans leur ensemble qu'à partir d'un certain âge, il n'y avait plus rien à faire. Pour tout dire, cet âge avoisinait 65 à 70 ans. En fait, cette résignation s'imposait beaucoup plus mal aux personnes vieillissantes et âgées qu'aux autres. Je m'en suis aperçu dès mes premières expériences en médecine de clientèle. Cette constatation n'a pas été étrangère à la naissance de ma vocation gérontologique, dont les premières incitations remontaient à ma thèse. La faiblesse de la bibliographie que j'avais pu réunir pour alimenter cette thèse m'avait frappé. Elle ne comportait que quelques titres de base, ce qui soulignait la limite de nos connaissances médicales en matière de vieillissement et de vieillesse. La nécessité de voir se combler un tel vide me paraissait s'imposer comme une tâche urgente. D'autant plus que lancé par la force des choses dans la médecine générale à la campagne, je découvrais jour après jour combien les vieillards, quoique généralement résignés à leur mort, tenaient très tardivement à la vie. Qu'on pouvait les aider à s'y maintenir, contrairement au défaitisme du moment. Et combien dans l'ensemble, leurs enfants et leurs petits-enfants pouvaient tenir à eux, souvent jusqu'au sacrifice. Vous parlez de l'hospice de pèlerins. Il existait donc à l'hôpital une section destinée aux vieillards? Des médecins y étaient-ils attachés? À l'époque où se situe mon évocation, l'hospice de pèlerins était un hospice banal où l'on hébergeait les adultes invalides et les vieillards de tous âges handicapés physiques et les cas sociaux, asile à tout faire pour incurables. Cet hospice occupait les grands bâtiments anciens parallélépipédiques rénovés, qui abritent actuellement divers services de spécialité médicale. Plus au fond du domaine on soignait les contagieux. Le tripode, la maternité, le centre de transfusion sanguine n'existaient même pas en projet. Il n'y avait rien d'autre à proximité que les bâtiments de l'hôpital du Tondu. Cet hospice dépendait de l'administration hospitalière comme il y en a tant d'autres, administration qui siégeait cour d'Albret en toute humilité. J'ignore, comme je l'ai toujours ignoré, quel médecin était attaché à ce service. À ce moment de la guerre, cela n'était certainement pas brillant. Si je me réfère à mes souvenirs, je n'ai jamais rencontré de médecin responsable au cours des fréquentes visites que m'imposait le travail de recherche pour ma thèse. Je n'avais de rapport qu'avec les infirmiers, et il ne me semble pas qu'on rencontrait là les sœurs de Saint-Vincent de Paul aux grandes cornettes qui régnaient partout ailleurs dans les hôpitaux publics. Je reviens un instant sur le tableau très schématique, et en somme désolant que je vous ai fait de l'état de notre médecine d'il y a 50 ans. Je ne l'ai pas évoqué sans motif précis. Je voulais vous amener à comprendre la jubilation stupéfaite qui s'est emparée du monde médical, quand, sous les premiers effets de la chimiothérapie limitée d'abord au sulfamide, la plupart des infections à germes banales, puis la tuberculose, la syphilis et autres affections microbiennes transmissibles se sont avérées guérissables, et qu'il est devenu possible d'arracher à la mort tant et tant de jeunes et d'adultes qui forment les effectifs du 3e âge et du 4e âge actuel, moi compris. C'est la pénicilline qui m'a tiré d'une péritonite appendiculaire gravissime en 1948. Cela paraissait si miraculeux, aux médecins d'ailleurs comme aux malades, que je reçois encore chaque année, depuis presque un demi-siècle, les vœux et pensées reconnaissantes d'une des premières bénéficiaires de la pénicilline dans ma clientèle, sauvée à 20 ans d'une septicémie puerpérale avec 50 000 toutes petites unités quotidiennes de pénicilline. Cette pénicilline, il fallait aller la chercher à l'hôpital distant de 50 km, jour après jour, et la conserver entre-temps dans la fraîcheur, coûte que coûte. Pour ce faire, on la descendait au fond du meilleur puits du voisinage. Et ça marchait. Avec la pénicilline, la fin de la guerre nous avait apporté d'outre-Atlantique le concept et les méthodes de réanimation qui allaient donner en peu de temps à la chirurgie des possibilités jusqu'alors insoupçonnées. Méthodes qui allaient devenir les éléments clés de la thérapeutique médicale des situations de détresse sénile, ouvrir finalement la voie à une médecine adaptée à la physiologie des vieillards qui mouraient beaucoup par déshydratation,
dénutrition et collapsus circulatoire, de maladies souvent banales auxquelles les adultes résistaient mieux parce qu'ils jouissaient de meilleures ressources fonctionnelles. Ignorer cela de nos jours serait une faute professionnelle majeure. Mais c'était alors du domaine de la révélation, et source de satisfactions indicibles pour les médecins attentifs au sort des malades âgés. Partant des premiers succès obtenus de cette manière, et du développement rapide de la pharmacothérapie scientifique, la gériatrie ou médecine des vieillards naissait à l'initiative des pionniers en la matière. Auxquels vous appartenez. Ce qui m'amène à vous poser 2 questions, sur la façon dont s'est opérée votre spécialisation progressive. Vous avez exercé pratiquement 5 ans en médecine de campagne. Est-ce que vous touchiez une population âgée? Étiez-vous d'emblée, et spécialement appelé au chevet des personnes âgées? Je me suis installé à Ruffec en qualité de médecin généraliste. J'y ai exercé et j'en suis parti comme tel. J'ai d'abord répondu à tous les appels, y compris à ceux de la sage-femme en renom du secteur quand elle estimait avoir besoin de mon assistance. Je n'y tenais pas, mais elle n'avait pas d'autre recours à moins de 50 km et l'essence manquait cruellement en cette période de fin de guerre. Nous avons inauguré en équipe les accouchements sans douleur, alors des plus innovants sinon les plus orthodoxes, avec un plein succès. La vaccination infantile dans les écoles publiques et privées m'était presque entièrement confiée, peut-être parce que je ne demandais pas d'honoraires pour cet acte d'hygiène indispensable mais beaucoup trop négligé alors dans l'ensemble. J'étais aussi médecin des chemins de fer de Mansle à Civray. Tout cela me mettait en contact avec les gens âgés comme avec les autres, et ma façon de les aborder, de les encourager, l'efficacité de mes méthodes de soins qui s'affirmaient sous l'expérience avait été très vite remarquée, surtout parmi les ruraux aisés en général, mais pas toujours plus ouverts que les autres à la médecine rationnelle. Les réputations se fondent et se défont vite à la campagne. Quelques réussites spectaculaires avaient assez rapidement assis la mienne auprès des vieilles gens. Je me souviens du sauvetage inattendu d'un presque octogénaire atteint d'une pneumonie grippale, maladie qui ne pardonnait pas chez les vieillards, et qui avait pris un tour dramatique chez celui-là. Au point que, le considérant comme perdu et s'y faisant avec fatalisme, mais lucidité, ses enfants l'avaient installé chez eux pour lui donner les derniers soins, sans oublier de déménager sa maison de fond en comble à leur profit. Et il l'avait confié à mon art. La pénicilline le sauva et, convalescent, il reconnut ses plus beaux meubles autour de lui. Rapportant le fait chez un commerçant, une de leurs voisines s'était exclamée en parlant de moi. « Ce n'est pas lui qu'il faut aller chercher quand on veut se débarrasser d'un vieux. » Quand j'ai quitté la Charente, ma clientèle était composée d'au moins 50% de personnes âgées tandis que la population prise dans son ensemble comptait 12% de personnes de 65 ans et plus. Je savais par les pharmaciens qu'on m'appelait volontiers le médecin des vieux, et je ne soignais plus les nourrissons ni les enfants en première intention, sans avoir jamais dit que je ne voulais pas m'en charger. Et la pratique avait affirmé ma conviction que si tout le monde ne s'intéressait pas aux parents âgés, nombreuses étaient les familles où on tenait à eux, et où on les soignait avec dévouement jusqu'au bout, au mieux des possibilités, sans souci excessif de la fatigue souvent extrême et des frais que cela ne manquait pas d'entraîner. Et plus j'avançais dans cette pratique, plus je me sentais apte à tirer parti de l'expérience acquise. Et plus je devenais désireux d'en faire profiter les confrères prêts à partager mes points de vue. Ce qui manquerait dans l'idée d'écrire l'ouvrage que j'ai fini par publier 3 ans après mon installation à Bordeaux comme vous le savez. Mais au cours de toute mon activité à Ruffec, je n'ai jamais été appelé qu'une fois en consultation par un confrère. Encore cette consultation avait-elle été imposée par la famille. Et j'eus à subir à huis clos les assauts de ce médecin en colère qui n'admettait pas l'acharnement médical dont je témoignais à l'égard des vieillards pour qui on savait qu'il n'y avait rien à faire, et que personne n'avait intérêt à multiplier. Je souhaiterais revenir en arrière et vous poser quelques questions sur votre thèse qui, si j'ai bien compris, a eu une influence marquée sur votre orientation médicale. Vous nous avez signalé que la pauvreté de la bibliographie française sur les problèmes du vieillissement vous avait alors frappé. N'y avait-il pas eu d'autres ouvrages que le vôtre sur le même thème, plus ou moins récents en France et à l'étranger ? En effet,
Il existait autour de 1950 un nombre considérable de publications ponctuelles sur la physiopathologie des personnes âgées. Ces publications concernaient tous les organes et les fonctions, mais dans une dispersion qui rendait les recherches difficiles. Et elles émanaient surtout des pays anglo-saxons et de la Russie. La France n'en avait qu'une faible part. Ce fut plus de 5 ans après ma thèse. Le deuxième volume de la bibliographie gérontologique classée de Nathan, publié en 1957 sur la période de 1949 à 1955 en témoigne. Il n'y avait pas d'ouvrage récent consacré à l'ensemble des problèmes posés par le vieillissement, et considérant la vieillesse dans son ensemble. Non seulement dans sa situation anatomo-physiologique et physiopathologique, mais aussi dans son comportement. Il y avait eu après Charcot, Maladie des vieillards 1966, Pavlov à Petrograd, Metchnikov à Paris, celui-ci considéré par D.E. Cowdry, Problems of Aging 1942, comme le véritable père de la gérontologie. Puis Stieglitz, auteur dont les livres peuvent être considérés comme des œuvres gérontologiques de base. Mais leur publication n'était pas parvenue en France, profondément bouleversée depuis 1936 par les conflits sociaux et la guerre mondiale. Et en fait, on ne s'intéressait pas à ce problème dans notre pays. Dans le numéro 66 de Recherche et Santé du deuxième trimestre 1996, le professeur Jean Bernard, en tête de son hommage à Madame Claudine Escoffier-Lambiotte, écrit que la recherche médicale française avait été très forte au XIXe siècle avec Claude Bernard et Pasteur dans le premier tiers du XXe siècle avec Laveran, Charles Nicolle, Ramon Tréfouel. Devenue ensuite très faible, elle avait beaucoup souffert des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Vers 1950, elle était misérable. De toute manière, les connaissances en sciences fondamentales n'étaient que balbutiantes. En 1938, moment où j'ai commencé mes études médicales, on découvrait la biologie. La chimie biologique commençait timidement à faire son entrée dans la médecine et surprenait beaucoup de médecins. La manipulation des rayons X était extrêmement dangereuse. La pénicilline est introduite progressivement en France entre 1945 et 1960. La découverte de l'ADN ne remonte qu'à 1953, celle de l'ARN à 1965. La génétique n'a donc pris vraiment corps qu'en 1970. Il ne faut pas perdre cela de vue, quand on veut juger le niveau scientifique des recherches médicales de ce temps. Pour revenir à la littérature médicale consacrée à la vieillesse, les Français s'étaient manifestés en fonction des connaissances de l'époque dès le milieu du XIXe et au tout début du XXe siècle. Dans l'ordre chronologique CLM. Durand-Fardel, J.M. Charcot, Demange, Boy-Tessier en 1905, puis Gérosier en 1909, Pic et Bonamour en 1912 avaient publié des ouvrages sur les maladies des vieillards. La Première Guerre mondiale survint. Dans l'introduction de leur précis de gérontologie, L. Binet et F. Bourlière ajoutent à cette liste Bastaille et Doliotti, 1938, avec leur physiopathologie de la vieillesse, et R. de Grailly et d'Estrême avec leur physiologie générale, diététique et comportement de la vieillesse, 1953, et souligne qu'aucun de ces volumes n'envisage l'ensemble du problème à la façon des Problems of Aging de Cowdry, de L'. Altern and Krankheit de Max Berger, 1954, ou même de la gériatrique médecine de E. Stieglitz, 1954. Mais s'il en est ainsi, c'est peut-être là leur mérite. Ce qui fait leur originalité, et traduit leur engagement personnel dans la recherche en prise directe avec la vieillesse à travers le vieillard dans sa globalité vivante. Et pas seulement à travers les transformations que subissent ses organes ou ses fonctions, sous les effets du vieillissement dont l'inappréciable primeur revient aux Russes et aux Anglo-Saxons. De toute façon en France, à partir de Pic et Bonamour, la physiologie générale, diététique et comportement de R. de Grailly et H. d'Estrême est bien le premier ouvrage qui rompt le silence médical sur la vieillesse sous la forme d'une vue générale. Il existe aussi un livre très remarquable signé V. Korenchevsky dont le titre Physiological and Pathological Aging est assez significatif pour se passer de commentaires, auquel je me suis référé bien des fois, édité par Geoffrey H. Boharn en 1961, diffusé par S. Rarger, Bale et New York, dans la conception du précis de Binet et Bourlière, mais de présentations typographiques très différentes. Dans la préface de cet ouvrage,
L'éditeur rappelle que le docteur Vladimir Korenchevski, considéré comme l'organisateur du premier congrès international de gérontologie, fut élu fondateur de l'IAG, sigle américain de l'Association internationale de gérontologie, et membre à vie du conseil d'administration de cette association. Le docteur E.V. Cowdery a dit de lui qu'il devint en vérité le père de la gérontologie, non seulement en Angleterre mais dans le monde entier. Même s'il n'en a pas été tout à fait ainsi, le docteur Korenchevski a certainement joué un rôle de leader très influent dans la naissance de la gérontologie internationale. Mais son livre Physiological and Pathological Aging n'a été publié qu'en 1961, 10 ans après le congrès de Saint-Louis du Missouri et 8 ans après la publication de la Physiologie, diététique et comportement de la vieillesse qui porte ma signature. La préface à laquelle je viens de faire référence précise qu'après un très brillant parcours universitaire de 30 ans, c'est à Londres qu'il entreprit en 1952 de centrer ses recherches sur la littérature scientifique et médicale sur le problème du vieillissement physiologique. Ce sont ces recherches qui le conduirent à la préparation de son livre inégalé. 1952, c'est précisément l'époque où je finissais de rédiger le livre qui allait être publié chez Masson l'année suivante. Cette préface nous apprend aussi que son premier intérêt pour le vieillissement humain remontait à la visite qu'il avait faite en 1906 à une pension pour gens âgés de Moscou, juste après la guerre russo-japonaise. La déchéance qu'il y avait constatée lui avait paru majoritairement pathologique, et il pensait qu'on devait trouver moyen de vieillir par une voie physiologique exempte d'agressions morbides dégradantes. Toute proportion gardée dans la hiérarchie scientifique, si on compare mes impressions de médecin débutant aux siennes, on constate que rien n'avait changé en 50 ans et à des milliers de kilomètres de distance. Si on se reporte à la très importante bibliographie de mon ouvrage, on constate que j'y ai cité 6 articles sous la signature du professeur Vladimir Korenchevski dont j'avais eu connaissance, mais qui portaient surtout sur la physiologie expérimentale. Il ne pouvait en être autrement. De toute manière, il n'y a pas de comparaison à faire entre le remarquable ouvrage de ce maître et le mien. Je reviens sur votre thèse. Pourquoi avez-vous choisi le foie des vieillards pour objet ? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais le docteur de Grailly qui me l'a proposé, ce qui revenait à me l'imposer. On ne va pas contre les suggestions et conseils du maître de thèse, que l'on a choisi sans avoir de sérieuses raisons pour cela. Dans ce cas, c'était l'inverse. Je pensais alors diriger mes activités médicales futures vers la gastro-entérologie, car j'avais eu l'occasion de m'intéresser à cette spécialisation naissante par la survenue d'événements familiaux, et tout naturellement demander un sujet de thèse au docteur de Grailly, médecin des hôpitaux qui enseignait à la faculté l'histologie et les maladies de la nutrition. Il avait été l'élève du professeur Fissinger, grand maître parisien des maladies du foie, et savait que si la physiopathologie de cet organe faisait l'objet de constantes recherches, le foie du vieillard n'avait pas encore été étudié dans sa globalité. Il m'avait demandé de réunir une dizaine d'observations sur ce sujet, intéressé lui-même par l'histologie hépatique qu'il me proposait de faire sur les pièces que je lui fournirais au cours de la préparation de ma thèse. Cette préparation me mit directement et longuement en contact avec les vieillards que je cherchais dans les services hospitaliers et les hospices. Cette thèse fut jugée sérieuse et fit de moi, comme je l'ai dit me semble-t-il, un lauréat de la faculté de médecine de Bordeaux, et inspira un travail postérieur avec le docteur de Grailly qui nous valut le prix de l'Académie de médecine et me mit sur la voie d'un précis général de médecine des gens âgés. Si je comprends bien, le docteur de Grailly ne s'occupait pas spécialement de cette médecine ? Donnait-il d'autres sujets de thèse sur les vieillards ? Pas du tout. Je pense qu'il en découvrit les perspectives au départ de la réponse solidement étayée que j'avais donnée à sa proposition de thèse. Mais ses interventions dans ce domaine qui lui était étranger en restèrent là. On le vit à mes côtés au 3e congrès de l'Association internationale de gérontologie de Londres, en 1954, parce que nous nous y étions inscrits pour une communication sur le thème de ma thèse, qui était aussi la sienne par son patronage et les études histologiques qu'il avait exécutées à ce propos. Je crois me rappeler que par son intermédiaire, une partie de mes frais de voyage à Londres avait été pris en charge par la faculté de Bordeaux.
Faut-il conclure de ces précisions que le docteur Roger de Grailly n'ira pas plus loin dans votre collaboration et ne choisira pas la voie gérontologique dans laquelle vous alliez vous engager? D'autre part, quelle était la spécialité médicale que le docteur de Grailly pratiquait? C'est en somme à peu près ce qui se produisit. Une fois terminé, le traité Physiologie, diététique et comportement de la vieillesse que j'avais intégralement conçu et rédigé, il restait à le publier. Monsieur de Grailly avait été mon maître et président de la thèse qu'il avait partiellement inspirée. Il s'offrit à obtenir de l'éditeur Masson qu'il en prit la charge. Tout cela fit que l'ouvrage parut sous notre double nom. Des difficultés personnelles surgirent assez rapidement entre nous, et chacun reprit sa liberté quant à l'exploitation éventuelle de cette publication. Pour sa part, le docteur de Grailly en resta là. Le docteur Roger de Grailly, professeur à la faculté et médecin en titre des hôpitaux, ne pratiquait en clientèle qu'accessoirement en qualité de médecin plus ou moins consultant. Il était chargé de l'enseignement d'histopathologie. C'est à ce titre qu'après avoir été l'élève de son prédécesseur le professeur Damade, je collaborai avec lui pour mener à bien ma thèse de doctorat et les travaux qui s'ensuivirent. Vous avez dit très brièvement que vous aviez tenu le secrétariat de la Société de médecine et de chirurgie pendant un temps assez court, peu après votre installation à Bordeaux à partir de 1953, et que vous avez créé la Société de gérontologie de Bordeaux et du Sud-Ouest en 1956. Y a-t-il eu une relation directe entre ces deux événements? Il y en eut une en effet, mais assez complexe et subtile pour qu'on ne puisse pas en saisir les nuances sans quelques explications. L'Université de Bordeaux s'enorgueillissait d'une société de médecine et de chirurgie âgée de 450 ans, animée par les médecins les plus titrés de la ville et ouverte à ceux de leurs confrères qu'ils jugeaient dignes de figurer parmi eux. Statutairement, le secrétaire général de cette société ne pouvait être qu'un médecin praticien généraliste choisi pour ses compétences et sa personnalité. Bien qu'exerçant hors de Bordeaux et sans doute introduit par le docteur de Grailly, j'étais devenu membre de cette prestigieuse compagnie pour un travail épidémiologique sur le cancer jugé alors très sérieux et intéressant, mais vite balayé comme tant et tant d'autres par l'écrasante avancée des connaissances biomédicales. De toute façon, au moment où je suis venu m'installer à Bordeaux, le secrétariat général de la société était tenu depuis 25 ans par le très académique Dr Chabet en fin de carrière. Ce très respecté et estimé confrère avait alors des difficultés majeures avec le professeur Aubertin, reconnu par tous comme un enseignant très remarquable, mais de caractère difficile et de tendance des plus autoritaires. Après je ne sais quelle discussion et dispute avec ses pairs, M. Aubertin avait voulu, à l'instar de ce qui se passait à Paris, créer une société des hôpitaux indépendante de la Société de médecine et de chirurgie dans le but non précisé, mais que l'on sentait sous-jacent, d'éclipser cette dernière dont il souhaitait depuis longtemps devenir le maître sans avoir pu réaliser ce désir jusqu'alors. Cette scission finit par se produire en 1953, à peu près au moment où je venais de publier la Physiologie générale, diététique et comportement de la vieillesse. Au plein de cette turbulence, le docteur Chabet, vraiment âgé, décida de mettre un terme définitif à sa fonction de secrétaire et je pris sa suite, non parce que je le demandais, mais parce que j'en fus prié avec insistance. Le départ hostile du professeur Aubertin ne mettait pas fin à la Société de médecine et de chirurgie. Mais il créait une association aux objectifs identiques dans un milieu scientifique trop restreint pour subsister utilement l'une face à l'autre. Engagé sans l'avoir voulu dans cette confrontation qui tenait du chantage, j'eus d'abord de grosses difficultés pour assumer la charge qu'on m'avait confiée. Puis l'idée me vint assez vite de me tourner vers les médecins militaires que la Société de médecine avait dédaignés jusqu'alors. C'est-à-dire vers le médecin directeur de l'école de santé navale, dont les élèves se distinguaient régulièrement à l'hôpital et à la faculté, et vers le médecin général du service de santé des armées de la région de Bordeaux entouré d'un état-major de médecins-colonels, capitaines et autres gradés qui travaillaient et ne demandaient qu'à publier leurs travaux. La Société de médecine et de chirurgie leur ouvrit donc ses portes. Et ce fut un succès complet où tout le monde trouva son bénéfice, sauf moi qui me fis du professeur Aubertin un ennemi aussi dangereux que définitif.
confiant dans l'avenir de la société de médecine dont les opposants ne pouvaient en aucun cas obtenir la dissolution, parce qu'elle était depuis longtemps reconnue d'utilité publique, je cultivais d'y créer une section gérontologique. Dans mon esprit, c'était une voie d'approche prometteuse vers la reconnaissance par l'université d'une orientation médico-sociale alors à peine naissante, que je ne serais jamais en mesure de lui imposer d'une manière quelconque. Ce n'était qu'un rêve. En effet, après environ 2 ans de petite guerre, convaincu depuis le début que cette discorde était aussi absurde qu'insoutenable, je résolus de proposer au médecin général de Benedetti d'en finir avec le professeur Aubertin, quitte à lui laisser la place qu'il convoitait avec tant de passion. Cela se termina sans noblesse de la part des acteurs au plus haut niveau de ce petit psychodrame. Mais tout finit par s'arranger au mieux, à cela près que mon retrait dans les honneurs officiels mit une fin définitive à mes projets d'introduction de la gérontologie dans le programme des activités de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. C'est en cela, et en cela seulement, qu'il y eut une relation directe entre mon passage au secrétariat de la Société de médecine et la création de la Société de gérontologie de Bordeaux et du Sud-Ouest. 1953, année de votre prise en charge de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, fut aussi l'année de la publication de votre Physiologie de la vieillesse éditée par Masson, suivie 3 ans plus tard par celle du précis de gérontologie de Binet et Bourlière. N'y avait-il personne d'autre à Paris ou ailleurs que ces 2 auteurs pour s'intéresser comme vous au problème du vieillissement ? Il y en avait, mais ils se limitaient au démographe Bauvrat et à son entourage d'élèves, parmi lesquels Alfred Sauvy et le jeune Paul Payat dont les statistiques rigoureuses et les sages conseils ne troublaient guère les administratifs et les politiques. Et il y avait surtout un autre médecin, Jean-Auguste Huette, radiologiste et endocrinologue, maire d'Asnières qui avait fondé en 1951, à son retour du congrès de Saint-Louis du Missouri, le Centre d'études et de recherche gérontologique, société parisienne qui publiait le compte-rendu de ses réunions dans un bulletin trimestriel édité par la Société de diffusion médicale et scientifique dont les bureaux se trouvaient 6 BLD Poissonnière et dont Toussaint Gallet était propriétaire. J'avais rencontré, ou plutôt vu le docteur Huet à Liège en 1950, lors de la réunion préparatoire à la création de l'Association internationale de gérontologie où se trouvaient Léon Binet, Bourlière et plusieurs Américains. J'avais eu vent de cette réunion par un des visiteurs médicaux, qui connaissait mon orientation vers la médecine du vieillissement et de la vieillesse. Ce devait être le responsable régional du laboratoire Bouillet qui me fit parvenir le compte-rendu intégral des abstracts du 2e congrès de l'Association internationale de gérontologie, 1951, auquel je n'avais pas pu assister pour de nombreuses raisons, dont ma situation financière qui était assez précaire à l'époque. Ces abstracts furent pour moi une révélation et une mine d'informations, qui, après un très gros travail de dépouillement, me mit au niveau culturel gérontologique de l'époque et m'aida beaucoup dans la conception et l'argumentation du livre que j'avais entrepris d'écrire. Quelques semaines après la parution de cet ouvrage, j'eus la surprise très stimulante de recevoir un mot très court du docteur Huet, me demandant de venir présenter mon travail au CERG lors d'une de ses prochaines séances. En fait, c'est lui qui le présenta en ces termes le 1er décembre 1953. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.